Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de SP concernant la suite du cours sur les avancées et reculs de la démocratie et notamment le jalon numéro 3 d'un régime autoritaire à la démocratie, le Portugal et l'Espagne de 1974 à 1982. Donc la dernière fois qu'on s'est vu avant la quarantaine, je sais que ça remonte un petit peu, on avait vu comment l'Espagne se préparait à passer donc de la dictature de Franco à la démocratie. Donc on va continuer là-dedans. On en est resté la dernière fois à la transition démocratique et comment Franco avait désigné Juan Carlos de Bourbon pour être son successeur à la tête de l'État en tant que caudillo, mais que finalement Juan Carlos avait choisi le chemin de la démocratie par le biais de l'entente, de la concorde et de la réconciliation en reprenant des anciens franquistes, mais en progressivement décalant le curseur de la démocratie et surtout des libertés individuelles et collectives sur le sol de l'Espagne. C'est un processus qui a été long, on va le voir, et c'est un processus surtout qui ne s'est pas fait, j'allais dire, dans la dentelle et surtout dans la quiétude absolue. Voilà, on va voir qu'il y a eu quand même des résurgences du franquisme et c'est ce sur quoi on va s'intéresser aujourd'hui. On le voit, la démocratie s'installe, mais vous allez voir qu'elle va être bientôt menacée par des anciens démons, par des retours, des résurgences, de tentatives de rétablissement du franquisme par des personnes qui avaient le plus à perdre de justement la transition démocratique, et c'est le cas notamment de l'armée. Alors on passe tout de suite à ce qu'on a appelé en Espagne, ce qui est connu en Espagne sous le nom de 23F. Moment. En tout cas, la jeune démocratie espagnole, secouée par une crise politique, a résisté à ce coup de force, dont voici le récit complet en images. Les caméras de la télévision espagnole qui filmaient le débat du Parlement ont continué à tourner. Regardez. 18h20 hier soir, les 350 députés des Cortes procèdent à l'élection du nouveau Premier ministre. Soudain, des heurts dans les couloirs, les députés vont se lever et à partir de là, tout va très vite. Regardez et surtout écoutez. Cet homme, pistolet au poing, est le colonel Terrero, 49 ans, chef de la garde civile, activiste de droite qui pour la deuxième fois de sa carrière tente un coup d'État. Dans l'Assemblée, c'est la surprise générale. Il intime aux députés l'ordre de se coucher. Les députés, baignés dans l'ambiance du terrorisme basque, ne croient pas encore au putsch. Ils hésitent. Mais à la porte, 150 gardes civils mitraillettes à la hanche vont pénétrer, des hommes qui diront plus tard avoir été trompés sur la mission de leur chef. Assis à l'extrême du banc, l'ancien chef du gouvernement, Adolfo Suárez, va tenter de s'interposer. Puis un autre homme, regardez-le, le général Milardo, il va être brutalisé par les putschistes qui vont même lui porter un pistolet à la tempe. Pendant 17 heures, les députés vont ainsi rester couchés à terre, littéralement pris en otage. Au même moment, l'armée régulière prend position autour du bâtiment et à 20 heures, l'état d'urgence est décrété. L'armée consignée dans ses casernes, sauf à Valence où le général Bosch a décrété l'état d'exception. Cet homme serait à l'origine du coup d'éclat. Au ministère de l'Intérieur, un cabinet de crise est réuni et à 1h du matin, en grand uniforme de commandant en chef des armées, le roi va prendre la parole à la télévision. Il donne l'ordre aux autorités civiles et militaires de rétablir l'ordre constitutionnel. La permanencia y unidad de la patria no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático
que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de référendum. 4 heures, on apprend que le putschiste veut rétablir une junte militaire et dissoudre le Parlement. Dans tout le pays, la situation est calme. Les gouverneurs ont apporté leur soutien au roi. L'armée ne suit pas la tentative de coup d'État. 5 heures, une ambulance évacue un député cardiaque. Et dans la matinée, plusieurs femmes députées sont libérées. Puis, à partir de 10 heures, c'est la débandade. Un à un, les gardes civils vont sortir par les fenêtres de Cortés et se rendre. Le colonel Terrero voit alors que la partie est perdue. Il décide de libérer les 350 députés. Cet homme, le voici. Il a avoué lui-même, tout à l'heure, qu'il risquait de passer 20 ans de sa vie en prison. Puis, midi 10, tout est fini. Les députés sortent libres du Cortés. Bien. Là, on est juste quelques années après la donc, transition démocratique et la mort de Franco. Alors, on voit bien que c'est l'Espagne qui va se retrouver autour de la personne du roi, qui va s'imposer comme le garant de la Constitution et des institutions. Il faut revenir 2 secondes sur le 23F. Oui, c'est une conspiration, mais une conspiration un petit peu de canard boiteux. C'est-à-dire que le général Bosch, comme il est décrit dans ce documentaire, effectivement, est l'instigateur. Et Pereiro est son, je dirais, son bras armé. Ce qui choque là-dedans, c'est effectivement le coup de force à l'Assemblée des Cortés. Hein. Imaginez la même chose dans l'Assemblée nationale en France. Ce serait extrêmement choquant. Et justement, c'est le fait d'avoir été extrêmement choquant qui a tourné les Espagnols vers le roi. Le roi qui, à ce moment-là, a peut-être eu une hésitation pourquoi pas à relégitimer un pouvoir un petit peu plus autoritaire. Rappelons-le quand même qu'il a été, comment dirais-je, formé par Franco, hein, quand même. Mais finalement, le roi choisit d'être l'unificateur de la nation, d'être véritablement l'unioniste de cette nation espagnole, de cette démocratie espagnole à ce moment-là. Toujours est-il, vous avez vu que finalement l'armée ne suit pas, et quand l'armée ne suit pas dans un putsch militaire, ben, c'est mort. Ok ? Bref. Donc on va terminer sur l'Espagne. Donc on va travailler sur la synthèse maintenant. Donc bah, vous allez prendre des notes, hein, quand même. Pas parce qu'on est en confinement qu'on va perdre nos bonnes vieilles habitudes. Donc voilà, le cours commence. Donc, de façon à résumer, tout ce qu'on a vu, c'est notre grand 1 de l'Espagne franquiste à l'Union européenne. Qu'entre 1939 et 1975, l'Espagne vit sous la dictature du général Franco, une dictature qui ne porte pas son nom. On préférera le qualificatif de mouvement national. Alors, c'est Franco qui préfère ça. Hein. Donc, il repose sur un parti unique, la Phalange, un syndicat unique obligatoire, une police politique impitoyable, une répression des opposants et le soutien de l'Église catholique espagnole. L'Assemblée, donc les Cortés, dont les membres sont désignés par le pouvoir, n'a qu'un rôle consultatif. Toute notion de démocratie est annulée. L'Espagne subit une dictature impitoyable. Cependant, ce régime repose uniquement sur la figure du général Franco, le caudillo, un terme qui renvoie aux généraux de la Reconquista espagnole. Mais celui-ci, à partir des années 65, sent que la maladie progresse, donc va se choisir un successeur.
Donc il va choisir un successeur en la personne de Juan Carlos de Bourbon, qui est l'héritier de la couronne espagnole. Franco et son entourage pensent qu'il saura faire perdurer ce régime. Lorsque Franco disparaît au mois de novembre 1975, le roi se saisit du pouvoir. Mais, contrairement aux aspirations de Franco, décide de faire de l'Espagne une monarchie constitutionnelle démocratique. Le roi obtient la démission en juillet 1976 du Premier ministre Carlos Arias Navarro, auquel va lui succéder un franquiste réformateur, Adolfo Suárez. Les réformes et amnistie générale s'enchaînent pour donner naissance à une réelle transition démocratique douce. Un de ses premiers signaux est la restauration de la liberté syndicale et la législation du Parti communiste. En juin 1977, le pays vote pour une assemblée constituante. C'est une première élection démocratique depuis la guerre d'Espagne 1936, qui se réunit dès juin 1978 et élabore une constitution qui entre en vigueur en décembre 1978. Malgré une tentative de coup d'État militaire le 23 février 1981, le régime tient bon et l'Espagne entre dans la communauté européenne le 1er janvier 1986. Voici la fin du grand 1. Donc pour la suite, vous allez avoir un travail à faire, une présentation orale, alors pas tous, hein. Je vais demander à 2 volontaires de le faire pour présenter la révolution des œillets. À l'aide de votre livre. Alors, on va vérifier que c'est bien ce livre-ci que vous avez dans votre espace de travail sur École Directe. Normalement, oui. Et donc, il faudra vous rendre page 70-71 qui sera notée dans la description. À la prochaine vidéo, nous verrons donc la révolution des œillets. Et enfin, nous terminerons par la fragilité de la démocratie actuelle. Voilà, donc en description, vous allez retrouver les références et ainsi que le travail à faire. Je reste à votre disposition. Je vous mets aussi des liens, comme vous avez le temps, pour écouter des choses, vers des émissions intéressantes pour aller un peu plus loin. On se retrouve pour le live très prochainement. Je vous dis donc que la force soit avec vous. Et je vous dis surtout à bientôt.